Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. La ville de Guignon s'est réveillée avec des airs de fête en tête après une nuit blanche pour célébrer l'éclatante victoire de son équipe qui a battu le PSG au Stade de France. Sur le littoral atlantique, la marée noire joue les troubles fêtes en ce dimanche de Pâques. Des résidus de fioul ont fait fermer les plages de la Baule et de Pornichet. Un fichier pédophile comportant près de 500 photos d'enfants est enfin à disposition de la brigade des mineurs à Paris. 2 mères de famille ont reconnu leur enfant sur ce CD-ROM qui avait échappé aux autorités. Après 4 ans de silence, la sortie du nouvel album de Michel Jonas, Pôle Ouest, une invitation qu'on ne peut refuser. Des nouvelles chansons et à l'automne une tournée à l'Olympia. Michel Jonas est sur notre plateau. Les grands du football n'ont qu'à bien se tenir. Pour la 2e fois en quelques semaines, la leçon est venue d'une équipe qui n'était pas en tête de classement, mais l'alchimie a fonctionné au-delà de toute espérance. La motivation était là, une équipe soudée, la rage de vaincre, et voilà Guignon qui a remporté la Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain. Sur place, en Saône-et-Loire, c'était hier soir l'euphorie. Une nuit blanche a fêté l'événement, un club de 2e division pour qui le rêve est devenu réalité. Jamila Mimouni, Abdel Zouyesh. Un vent de folie dans la ville des Forgerons. Dès l'annonce de la victoire, les Guignonnais qui n'ont pu se rendre à Paris ont réquisitionné la ville. Et coïncidence, le match se termine en même temps que la messe de la veillée pascale. Une sortie de messe qui ressemble à une sortie de stade. Vous connaissez le score? Pas du tout, on voudrait le savoir. 2-0 pour nous, c'est bon. Bravo. 2-0. Oh là, c'est pas pour nous? Non. C'est pas possible. C'est une blague. On a bien prié, c'est pour ça. Mais pour Monsieur Labbé, un fervent supporter du FC Guignon, la victoire, il n'en a jamais douté. 2-0. Vous voyez bien ce que je vous avais dit. Je vous avais dit qu'ils allaient gagner. Vous étiez derrière votre télé. J'étais pas derrière la télévision, mais on vient me le dire tout de suite. Je vous avais dit qu'à Guignon, il y avait une grande force. Et la force, c'est le but de Trapasso en 2e période. Chez les Sirons, qui n'ont pu se rendre au Stade de France, c'est l'exaltation. Chez les Biliato, de l'autre côté de la rue, le match est loin d'être fini, on sort déjà le champagne. Ça fait rien, ils vont gagner maintenant, c'est fini. Et ce n'était pas fini pour Guignon. À quelques minutes de la fin, un 2e but. 2-0 face au PSG, les Biliato n'en demandaient pas tant. Une nuit historique commence pour tous les Guignonnais, direction le centre-ville pour fêter ses forgerons. Guignon, qui l'aurait cru, se prépare déjà à accueillir les plus grands clubs européens comme Manchester ou AC Milan. Et Jacques Chirac qui adressait ce matin ses félicitations à l'équipe de Guignon, c'est superbe et cela prouve que l'on peut toujours gagner quand on a la détermination et la foi. Fin de citation. Retour à présent sur le match qui se déroulait hier donc au Stade de France. L'exploit d'une équipe qui avait des ailes et qui l'a bien montré. Julien Hérichon et Nadine Picard. Au commencement, ils étaient sans doute les seuls à y croire. Mais les joueurs du FC Guignon ont bel et bien remporté la Coupe de la Ligue. Preuve qu'en football, avec du cœur et de l'enthousiasme, on peut défier la logique et bouleverser les hiérarchies. Les Guignonnais évoluent en Division 2 et ils n'ont pourtant laissé aucune chance au PSG actuel 3e de D1. Un PSG effacé, dépassé et finalement humilié par la supériorité des Forgerons. Trapasso ouvre la marque et les 15 000 spectateurs jaunes et bleus font chavirer le Stade de France. Dans les arrêts de jeu, Flotto est autorisé à se promener tranquillement dans la défense parisienne. Il inscrit le but de la victoire pour le FC Guignon. Nous avons fait un match solide, il fallait bien faire ça face à cette équipe du PSG. Un match costaud. On l'a fait, j'ai eu un peu peur à un moment avec les occasions que nous avons loupées. Mais avec les gens qui avec un cœur admirable jusqu'au bout. Des amateurs de Calais aux forgerons de Guignon, les petits poussés ont montré leurs dents longues. Les ogres de D1 ont de quoi s'inquiéter. Quand on ne peut pas s'imposer comme Bordeaux face à Calais ou PSG face à Guignon dans des matchs à enjeu, on comprend les difficultés à s'imposer en Coupe d'Europe, quoi. Après l'effervescence du Stade de France, les Guignonnais ont profité de l'effervescence des nuits parisiennes. Ils ont vaincu le Paris Saint-Germain et partent désormais à l'assaut de la capitale. Ils avaient mis un point d'honneur à aborder leur finale avec décontraction et bonne humeur.
Une méthode qui aura fait ses preuves jusqu'à l'aube. Les joueurs de Gueugnon ont remporté la Coupe de la Ligue, mais allez voir, c'est un peu leur Coupe du Monde qu'ils viennent de gagner. Dans le Gard, après cette triple noyade dans les eaux tourbillonnantes de la rivière la Cèze, les opérations de secours se sont poursuivies toute la journée sous une pluie battante, avec la triste satisfaction de remonter l'un des premiers corps à la surface. Reportage Karine Comadi et Denis Pardano. Les grands moyens. 48 heures après la noyade, les sauveteurs ont décidé de recourir à la dynamite pour élargir le couloir qui retient les victimes. Une caméra sous-marine renvoie l'image d'un corps, celui du grand-père de la fillette. La caméra aquatique nous a permis de localiser dans un premier temps le corps qui était coincé donc, sous une roche, dans une marmite, ce qu'on appelle une marmite, tenue évidemment par un courant très fort et puis également par des branches. Et donc nous avons procédé au dégagement du corps au moyen de cordage essentiellement et de moyens de levage. Présente sur les lieux du drame, la mère réclame muette le corps de sa fille et tente désespérément d'écarter les accusations d'imprudence qui fusent ça et là. Il n'y a absolument pas eu de baignade. Ma petite fille a enlevé ses chaussures, a mis un pied dans l'eau et l'eau était froide. Et elle a eu une réaction d'enfant, elle s'est reculée brutalement, elle a glissé. Mon mari, moi et son grand-père avons sauté. Ma petite fille est toujours au fond de l'eau, ainsi que son grand-père. Je ne veux pas faire de polémique. Il n'était pas question d'irresponsabilité des parents. Ça a toujours été très vigilant. Aujourd'hui, ce site est très dangereux. On en est à 18 morts. Combien en faudra-t-il avant qu'ils mettent des barrières? Je vous en prie. Pour les autres, pas pour nous, c'est fini pour nous. 40 pompiers venus de Marseille et d'autres départements s'emploient ce soir à pomper la rivière jusqu'à atteindre son niveau d'été. À l'aide de la caméra sous-marine, les recherches se poursuivront pour la 3e nuit consécutive. Le week-end pascal sur les côtes atlantiques avec en trouble fait des résidus de la marée noire qui ont contraint les autorités à fermer les plages de la Baule et de Pornichet sans pour autant, semble-t-il, décourager les touristes. Reportage Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Les barrières et l'arrêté municipal sont là, bien en évidence, mais le beau temps aidant, il ne dissuade pas grand monde de tenter un premier bain de soleil sur la plage de la Baule. À partir du moment où il n'y a rien de soleil, et puis a priori les plages sont relativement propres. Là j'ai posé ma serviette, j'ai pas le problème pour l'instant. J'ai un petit garçon qui joue régulièrement sur la plage et j'ai pas encore... Ça vous a pas dissuadé l'arrêté municipal? Non. Et pourtant, des galettes de fioul, il y en a un peu partout sur les 8 km de grève de la baie de la Baule. D'où la décision du maire de prendre en toute urgence cet arrêté d'interdiction des plages, non sans amertume. Nous n'avions plus aucune pollution, la plage avait été retournée, tamisée, elle était parfaitement propre et puis depuis 2 jours, nous avons eu des arrivages de mazout sur la plage par endroits, comme vous l'avez constaté, mais je crois que nous devions absolument prévenir les vacanciers parce qu'autrement il y a un problème de responsabilité pénale ou civile des élus. Peut-être aussi la plage de la Baule avait-elle été rouverte un peu trop tôt, début avril. Sa fermeture en tout cas ne rassure pas les professionnels du tourisme, qui s'inquiètent moins d'ailleurs pour la restauration que pour les activités de plage. Le club travaille essentiellement c'est une activité estivale de plage. Il est certain que le mazout n'aidant pas les choses, nous allons forcément ressentir une baisse de fréquentation. Une baisse qui aujourd'hui touche surtout les campings où les réservations pour l'été affichent déjà moins 30%. Et ces nouvelles arrivées de fioul, qui ne sont sans doute pas les dernières, n'incitent guère à l'optimisme. Après les inondations provoquées par la tempête de décembre dernier, 2 des 4 réacteurs de la centrale du Blayais ont été arrêtés. Et c'est sur ce site précisément que se déroulait cet après-midi une manifestation contre le nucléaire. 1 millier de personnes demandant l'arrêt immédiat de la centrale. Reportage Éric Perrin, Vincent Pacifio. Les manifestants étaient on ne peut plus calmes, mais les forces de l'ordre, très nombreuses, ont malgré tout chargé. Cordon de CRS, grenades lacrymo, c'est à mi-chemin de la centrale nucléaire de Brault et Saint-Louis que le cortège a été arrêté. On n'a pas l'intention de la casser la centrale, ou alors c'est qu'elle est vraiment très fragile. Hein. Il y a des femmes et des enfants là. Hein.
Le collectif girondin antinucléaire n'avait pas choisi le site par hasard. La tempête de décembre dernier a démontré, selon un rapport parlementaire, des erreurs de conception dans la centrale nucléaire du Blayais. Des digues insuffisamment hautes, une inondation qui ont provoqué la mise hors circuit de 2 des 4 réacteurs. Cette centrale maintenant est endommagée, elle a des incidents très réguliers, des réacteurs doivent être arrêtés pratiquement toutes les semaines. Donc il faut absolument fermer cette centrale, c'est devenu un danger public encore plus que les autres centrales. Plus de 1500 personnes, cela faisait longtemps qu'une telle mobilisation n'avait été constatée. Certes, on est loin des mouvements des années 70, mais le problème du traitement et du stockage des déchets nucléaires inquiète bien au-delà du cercle des éternels opposants. Je crois que les gens se rendent compte qu'à travers notre discours qui n'était pas toujours entendu, la réalité des déchets est un problème majeur et qui est prise en compte maintenant par l'ensemble des populations. 80% de l'énergie produite dans le pays est d'origine nucléaire. Ces associations voudraient voir la France suivre l'exemple de l'Allemagne et de l'Angleterre qui entament une phase de retrait. Et en Ukraine, c'est le désastre de Tchernobyl qui était au centre des préoccupations de ces manifestants rassemblés à Kiev à l'occasion du 14e anniversaire de la catastrophe nucléaire. Un mouvement de colère et de protestation contre la baisse des indemnités versées aux victimes. Quelques 3,5 millions de personnes ont été touchées, dont plus du tiers sont des enfants. Aux États-Unis, ces images plus apaisantes du petit Elian qui a retrouvé le sourire dans les bras de son père. À Miami, la tension est retombée dans cette communauté cubaine qui avait fait de l'enfant le symbole de sa contestation contre le régime de Fidel Castro. Un dimanche de Pâques où l'enfant était présent dans toutes les prières. Correspondance Étienne Lénart. À Miami, la tradition dans la communauté cubaine veut que lorsqu'un candidat à l'exil arrive aux États-Unis, il vienne se recueillir ici en bord de mer dans Notre-Dame de la Charité. Et en ce dimanche de Pâques, après la tension des dernières 24 heures, Elian González était dans toutes les têtes. Dans les prières en espagnol du prêtre de la paroisse, comme dans l'indignation à peine contenue des exilés cubains qui se sentaient trahis. Castro commande à Miami comme à Cuba et Clinton lui obéit. Je crois qu'il n'y a aucun mot pour qualifier le dégoût que nous inspire ce gouvernement américain. Et c'est cette même colère qui avait poussé quelques centaines de manifestants à allumer dans le quartier de la petite Havane des feux de poubelle et à s'affronter brièvement avec les forces de l'ordre. Au total, 250 arrestations, des rassemblements méthodiquement dispersés, au bout du compte bien peu de choses. Preuve sans doute que même au sein de leur communauté, les Cubains étaient divisés entre ceux qui depuis le début attendaient cette image d'un enfant radieux de retrouver son papa et ceux qui ne continuaient de voir que la force comme seule manière de faire des autorités américaines. Et au-delà de la sainte colère manifestée par les exilés cubains sur la méthode utilisée pour récupérer l'enfant, leur crainte principale est de voir, une fois tous les recours de justice épuisés, le petit Elian González repartir avec son père de l'autre côté du détroit de Floride, vers ce pays qu'eux ont quitté il y a parfois plusieurs dizaines d'années, au prix de déchirements familiaux souvent inconsolables. Et à Cuba, Fidel Castro s'est ouvertement félicité de ce jour de trêve unique dans l'histoire de ces dernières décennies en rendant hommage à Bill Clinton. Au même moment, la famille qui avait recueilli le petit Elian à Miami tenait une conférence de presse à Washington dénonçant devant les caméras la brutalité des fédéraux. Philippe Rochaud. La bataille pour la prise en charge du petit Elian s'est transportée devant la base militaire d'Andrews où l'enfant est protégé. Les exilés cubains crient leur colère face au gouvernement américain qui a utilisé la force pour qu'Elian retrouve les bras de son père. Clinton aime nos cigares mais n'aime pas notre peuple, peut-on lire. Toute la famille cubaine de Floride qui avait recueilli Elian est montée à Washington. À sa tête, Maria, la cousine, avec des accents de tragédienne, elle dénonce l'intervention de la police pour récupérer l'enfant. Il n'y avait pas d'armes dans notre maison, mais il y avait des gens. Quand vous avez votre maison saccagée et des hommes qui entrent avec des armes et vous ne savez pas qui ils sont. Et ils disent, donne-moi ce maudit enfant. Et moi je dis, s'il vous plaît, je vais vous le donner, je l'ai supplié. À Cuba, on est content de voir que l'enfant est près de son père. Fidel Castro n'a pu s'empêcher de profiter du 39e anniversaire du débarquement manqué des Américains à Cuba pour saluer le dénouement de l'affaire comme une nouvelle victoire sur les États-Unis, mais cette fois remercier l'Amérique. La compartimos con el presidente de Estados Unidos. Nous partageons cette victoire avec le président des États-Unis, dont l'attitude de fermeté a eu une grande influence.
Mais nous partageons aussi cette victoire avec le peuple américain. Castro, quelques heures plus tard, est revenu sur le mot victoire, parlant simplement de succès. Il attend surtout le retour d'Eliane à Cuba pour demander au pays de crier sa joie dans la rue. À Rome, le message de Pâques Urbi et Orbi de Jean-Paul II, message à la ville et au monde, prononcé sur le parvis de la basilique Saint-Pierre, au terme d'une semaine pascale particulièrement chargée, avec hier soir la veillée nocturne de Pâques, au cours de laquelle le souverain pontife apparemment exténué a baptisé 8 nouveaux catholiques. Reportage Isabelle Stess, Dominique Merlin. Des oliviers âgés de plusieurs siècles et 50 000 fleurs venues de Hollande décoraient ce matin la place Saint-Pierre, en signe de joie et de paix. Face à Jean-Paul II, sur le parvis de la basilique, il y avait plus de 100 000 pèlerins. Jamais une telle foule ne s'était rassemblée ici à Rome à l'occasion d'une messe de Pâques. En donnant le baiser à une icône du Christ, Jean-Paul II initie cette cérémonie de l'annonce de la résurrection. Visiblement fatigué au terme de ces fêtes pascales du grand jubilé, le pape adresse ses vœux aux chrétiens du monde en 61 langues. Buona Pasqua, cari Romani e cari Italiani. Bonne fête de Pâques, dans la joie et la paix du Christ ressuscité. Exhortant le monde à se débarrasser du racisme en ce nouveau millénaire, dans sa traditionnelle bénédiction Ubi et Orbi, Jean-Paul II accorde la rémission des péchés à tous les fidèles présents. Pâques 2000, c'est l'année jubilaire, c'est superbe. Il nous appelle à la réconciliation, à la conversion de nos cœurs. Hier soir, le pape avait célébré la veillée pascale pour la première fois en plein air parmi la foule sur la place Saint-Pierre. Et le baptême d'une petite japonaise lui avait redonné une certaine allégresse. Dès demain, Jean-Paul II se rendra dans sa résidence de Castel Gandolfo afin de se reposer. Jacques Chirac aborme-les-Mimosas ce matin pour assister à la messe de Pâques dans l'église Saint-Trophime, une église bondée. Accompagné de son épouse, le président de la République s'est frayé un chemin à travers une foule de plusieurs centaines de badauds, serrant au passage, comme à l'accoutumée, de nombreuses mains. Au Zimbabwe, un attentat à la bombe dans la capitale hier soir contre un quotidien indépendant, un nouveau signe de tension dans ce pays qui a perdu l'usage de la démocratie sous le régime corrompu du président Mugabe. Aujourd'hui, il n'existe qu'un seul parti d'opposition et plusieurs de ses militants ces derniers jours ont été attaqués. Ce mouvement pour le changement démocratique souhaite pour sa part conserver la présence des fermiers blancs dans ce pays qui a bien du mal à mettre en place la réforme agraire. Reportage de nos envoyés spéciaux Bernard Lebrun, Gilles Jacquier. Voici l'homme qui fait peur à Mugabe. Il s'appelle Morgan Tsvangirai et dirige le MDC, le mouvement pour le changement démocratique. Un parti mixte, noir et blanc. Tout semble bien calme à ce meeting, sous l'arbre à palabres, mais de fait jamais on a vu ici un tel déploiement de forces de police. Pas un spectateur qui entre sans être fouillé. Et quand on demande pourquoi à l'officier présent, on se fait gentiment renvoyer. Allez voir au quartier général. Pas nécessaire, la réponse est à l'entrée du village. 2 militants du MDC ont brûlé vifs dans cette voiture. Ils sont morts le même jour que le premier fermier blanc. Un crime imputé au vétéran, véritable homme de main du ZANU-PF, le parti de Mugabe. C'est un attentat contre l'opposition. Un attentat pour intimider les gens qui choisissent de voter pour nous. Ils veulent les intimider avec des attentats. Qui faut-il sortir? Mugabe. Qui est corrompu? Son gouvernement. La terre au peuple, pas aux politiciens. Le slogan du MDC, qui accuse les ministres de s'approprier les terres. Après 20 ans au pouvoir, le MDC dénonce courageusement la corruption du régime. Fin de meeting, Morgan Tsvangirai s'empresse de rejoindre la capitale, à 250 km d'ici, où jusqu'alors, il se sentait en sécurité. Jusqu'alors, car depuis cette nuit et pour la première fois, la violence a touché Harare. Heureusement sans faire de victimes. Une grenade a été jetée dans ses vitrines, visant l'unique quotidien d'opposition proche du MDC. 95% ou 98% peut-être de la population est tout à fait contre
cette violence contre les invasions dans les fermes, contre les bombes, contre les membres des partis d'opposition et même les membres du parti au pouvoir, le ZANU-PF. Ils sont dégoûtés, la moitié d'entre eux. Tout ça pour un éditorial plutôt défavorable à une classe politique qui a tendance à s'enrichir. À part cela, les nouvelles sont plutôt bonnes, depuis que l'on sait que l'Angleterre accepte de financer la réforme agraire, à condition qu'elle soit équitable. La semaine qui s'ouvre sera celle du 25e anniversaire de la chute de Saïgon. Différentes cérémonies devraient marquer aux États-Unis comme au Vietnam ce moment chaotique de l'histoire avec pour date clé le 30 avril 1975. Jean-Marc Illouz. Aux yeux de l'histoire, la guerre du Vietnam a pris fin le 30 avril 1975. Ce jour-là, à Saïgon, capitale du Sud-Vietnam anticommuniste, les chars du Nord-Vietnam communistes s'emparent sans résistance du siège d'un gouvernement qui s'est évaporé en quelques jours. 21 ans après la fin de la guerre française, 2 ans après l'accord de paix et de retrait avec les États-Unis, plus rien ne pouvait résister à l'irrésistible déferlement venu de Hanoï. La déroute pour une armée sud-vietnamienne souvent abandonnée par ses officiers supérieurs et harcelée par les maquisards du Viet Cong. À Saïgon, on met à bas les derniers symboles, je cite, du pouvoir fantoche et des valets de l'impérialisme américain. Après la débandade, la panique pour ceux des Sud-Vietnamiens qui, civils ou militaires de l'ex-administration pro-américaine, veulent échapper à l'enfer communiste. Fin de citation. Sur ce porte-avions américain, il faut faire place nette pour les pilotes sud-vietnamiens en déroute qui débarquent avec famille et proches. Une place à bord peut coûter jusqu'à $10 000. Quant à l'ambassade américaine, elle est prise d'assaut dès que se répand la rumeur de l'évacuation par les airs des 900 derniers Américains. Et ces images deviendront le symbole de l'échec américain au Vietnam. Pour les États-Unis, l'aventure vietnamienne coûtera près de 60 000 morts et 150 milliards de dollars. Pour le Vietnam, le prix de la guerre américaine sera de plus de 2 millions de morts, 300 000 disparus, sans compter les centaines de milliers de mutilés à vie. À Paris, la brigade de protection des mineurs est enfin en possession de ce fichier pédophile dont la police française a trop longtemps ignoré l'existence, jusqu'à ce jour où 2 mères de famille ont reconnu leur enfant sur des photos. Enquête sur ce CD-ROM comportant près de 500 photos de mineurs et qui a échappé à la vigilance des autorités. Reportage Yasmina Farber, Pascal Caron. On aurait préféré ne pas savoir et surtout ne pas voir. Ignorer ces visages d'enfants, abusés, humiliés, violés, ils sont parfois si petits. On aurait voulu ne pas cliquer sur tous ces fichiers. La collection de Jerry Ulrich. Cet Allemand vivait aux Pays-Bas où il possédait un magasin informatique. En 1998, il meurt assassiné en Italie par son amant, Robbie van der Plaken, aujourd'hui en prison. Au cours de l'enquête sur cet assassinat, la police néerlandaise va retrouver le matériel pornographique au domicile d'Ulrich. Le CD-ROM va continuer de circuler par le biais d'associations de lutte contre la pédophilie. Ainsi, Georges Glatz, défenseur des droits de l'enfant en Suisse, reçoit le document. Il le transmet à la police fédérale, constate que rien n'a bougé. C'est scandaleux de penser que dans un pays comme en Europe, les polices ne se mettent pas à l'unisson pour traquer les pédophiles. On a l'impression que ça reste dans des tiroirs et qu'on dit oui, c'est des vieilles photos. Et même si ce sont des vieilles photos, ça montre que la police n'a pas su faire son travail à l'époque. Le siège mondial d'Interpol à Lyon. Il existe ici une cellule spécialisée dans le trafic des êtres humains. Plusieurs dossiers sur les réseaux pédophiles, des banques de données sur des enfants disparus. En revanche, pas d'enquête officielle sur le CD-ROM d'Ulrich. Nous n'avons jamais reçu de copie du CD-ROM des Pays-Bas. En général, les pays mettent en commun les photos des enfants abusés sexuellement, mais le choix de les envoyer à tel ou tel État est de leur compétence. Les enquêteurs choisissent eux-mêmes les pays qu'ils estiment susceptibles d'identifier les enfants. Était-ce le bon choix? Les Pays-Bas ont travaillé avec la Belgique et l'Allemagne sur la base de ce fichier, 470 photos issues du CD-ROM.
En Hollande, l'affaire est close. En France, elle va commencer. Le docteur Spitz est pédiatre. Il y a 2 mois, un article paru dans l'Humanité sur les réseaux pédophiles le trouble. Renseignement pris, il consulte le fichier, reconnaît 2 enfants venus dans son cabinet, se plaignant d'abus sexuels, des témoignages que les juges n'ont pas pris au sérieux. Vous savez, dans la vie, on peut toujours se tromper. Mais là, trop, c'est trop. Parce que l'enfant m'a dit quand même, il y a plus d'1 an. Et il y a des messieurs qui prennent des photos. Et ils dessinent des caméras sur ces dessins. C'est un hasard, c'est bizarre quand même. Et on le retrouve en photo. Pour non-assistance à personne en danger. Émotion des associations de protection des mineurs, pression médiatique, le parquet de Paris décide de rouvrir ces 2 dossiers. La justice fait même appel à la presse. Serge Garde, le journaliste de l'Humanité, fournit le CD-ROM et le fichier au procureur général. Mais aujourd'hui, plusieurs familles préfèrent participer à l'identification des enfants sans intermédiaire. Celles qui le souhaitent pourront avoir accès au fichier à la brigade des mineurs après beaucoup de temps perdu. L'actualité sportive avec en Formule 1 la victoire du Britannique David Coulthard qui a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne cet après-midi sur le circuit de Silverstone. Il s'est imposé devant son coéquipier finlandais Mika Häkkinen, champion du monde en titre, et devant l'Allemand Michael Schumacher, vainqueur des 3 premiers Grands Prix de la saison. Et puis du tennis, le Français Cédric Pioline a gagné le tournoi de Monte-Carlo en battant le Slovaque Dominik Hrbatý en 3-7, 6-4, 7-6, 7-6 en 2h41 minutes. Pioline est le premier Français à s'imposer dans cette compétition depuis Pierre Darmon en 1963. Quand on reparle du dopage dans le cyclisme, cette fois-ci, c'est le champion du monde de VTT 96, Jérôme Chiotti, qui est dans un premier temps passé aux aveux pour ensuite directement mettre en cause la Fédération française de cyclisme. Nathanaël de Rinxin, Christian Gallet. Ce matin à Guéret, le départ de la première manche de la Coupe de France de VTT a été donné sans Jérôme Chiotti. Une fois le peloton parti, le champion de France en titre est allé déposer son maillot par terre. Un maillot devenu subitement bien lourd à porter. Jérôme Chiotti a avoué avoir négocié ce titre de champion de France à qui l'an passé avec Miguel Martinez. Il a aussi avoué s'être dopé. Je l'ai fait en 96. S'injecter des produits interdits dans la veine ou dans la fesse quotidiennement, je peux vous dire, ça n'a rien d'un plaisir. C'est à la limite de la toxicomanie. Moi, j'ai su m'en décrocher assez rapidement. C'est un petit peu une fierté aussi aujourd'hui, mais bon, ça n'a vraiment rien de glorieux, quoi. Jérôme Chiotti risque d'être déchu de son titre mondial conquis en 1996. Depuis 2 ans, il ne se dope plus, mais aujourd'hui, sa confession fait grincer des dents. Sa fédération a ouvert une procédure disciplinaire, histoire de ne pas avoir à cautionner un tricheur. Je dénonce le dopage en faisant des révélations plus ou moins fracassantes, malheureusement. Et bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va me sanctionner. Donc à partir de là, qui a envie d'avouer quoi que ce soit de nos jours? Depuis qu'il a arrêté de consommer des produits illicites, Jérôme Chiotti ne joue plus les premiers rôles. Aujourd'hui, il s'inquiète pour son avenir dans le peloton et au sein de son équipe, car dit-il, en cette année olympique, son sponsor veut des résultats. Musique avec la sortie du nouvel album de Michel Jonas, toujours un événement. Paul West a un titre en guise d'invitation en voyage pour parcourir ses 14 chansons avant d'entreprendre une tournée et l'Olympia à l'automne. Plongé d'abord dans l'univers de Michel Jonas, chez lui dans le Marais, là où il a concocté cet album. Reportage Olivier Lenuzza, Raymond Chaplard. On va pouvoir se balancer dans un rocking chair. On va devenir du bonheur copropriétaire. Parler les yeux dans les yeux, pas seulement passer. Michel Jonas adore Paris, ses clubs de jazz, ses arrière-salles, ses arrière-cours. Là, c'est le Marais. Et le Marais, c'est ça. Tu ouvres une porte, tu as des petites cours comme ça. Tu vois, intérieur vachement mignonne, vachement jolie. Le Marais de la création, l'antre de l'artiste. On y est dans l'appartement dans lequel j'ai fait mon home studio. Une boîte dans une boîte, tu comprends, pour que ce soit vraiment sonorisé. Parce que moi, je travaille la nuit, alors comme ça, personne ne nous entend. Et voilà. Bab et Jimmy.
Le millénaire qui vient de passer, mon millénaire. C'était il y a longtemps, c'est déjà derrière. Il y a tellement de disques avec plein de sons et plein de chansons et plein de voix. Moi, hein, ça serait bien de faire un disque sans rien du tout, tu vois, un truc, il n'y a rien. Moi, je suis pour le minimalisme, tu vois. Peut-être. Alors, est-ce que je vais y aller? Voilà, ça c'est joli. À ce moment-là, les gens d'abord peuvent décrocher, aller aux toilettes ou se faire un thé. Attention. Ils reviennent et hop, ils écoutent ça. Et voilà, ça c'est quand même original. Ça vous reconnaît. Un studio, une cuisine et les 1001 recettes du chef cuisinier. Pour faire un bon fromage de chef, faut faire un bon disque. Des recettes parfois surprenantes au menu, 14 chansons. Cotonou, Budapest, Quimperlé, sonder la mer du Nord. Mr. Swing va bientôt quitter son atelier et entamer une tournée de 200 dates. Un long périple, le Tour de France d'un compagnon, d'un artisan chanteur. Michel Jonas, bonsoir. Bonsoir. 4 ans donc qu'on n'avait pas eu la chance d'avoir un nouvel album, il sort après-demain. Vous êtes dans quel état d'esprit? C'est soulagement, l'anxiété? Vous savez, moi j'aime profondément mon métier. Je l'aime, il est éprouvant, il est passionnant. Égoïste un peu, hein, il faut toujours penser à lui, mais si vous demande de décrocher la lune, je vais essayer, je vais peut-être pas y arriver, mais je vais essayer, mais il me donne beaucoup, je reçois beaucoup en échange, donc j'ai envie de pouvoir continuer à le faire. Pour pouvoir continuer à le faire, il faut que je sois aimé du public. Bon, il m'a déjà montré son amour, il a déjà acheté mes albums, il est déjà venu me voir en scène, mais l'amour du public, ça s'entretient. C'est quelque chose dont il faut se montrer digne à chaque fois. Et à chaque fois, c'est comme une remise en question. C'est une conquête, c'est une reconquête. Oui, puis ça se nourrit comme un amour. Avec la même fraîcheur, vous y allez avec, toujours. Vous donnez tout. Oh, toujours. Moi, est-ce que vous resteriez avec votre mari si vous n'aviez plus de plaisir, Béatrice? Non, ben moi c'est pareil avec la musique, c'est vrai. Si elle et moi, il y avait quelque chose qui n'allait plus, si on tombait dans une espèce de routine, et d'habitude, il faudrait qu'on se sépare, quoi. Oui, j'ai toujours autant de plaisir à faire mes albums, mais c'est pour les autres. Et l'amour est une veine inépuisable, parce que c'est encore d'amour que vous parlez. C'est encore une chanson, oui, c'est un album de chansons d'amour. Je ne sais pas si on peut faire autre chose que des chansons d'amour. En tout cas, c'est votre inspiration. Comment vous travaillez? Quelle relation vous avez avec l'écriture, avec l'inspiration? La muse, elle est capricieuse, elle est là. Oui, je me suis fait ma propre image. Je me dis que c'est comme une femme qui me visite, et puis il faut que je sois toujours disponible pour elle, et puis il ne faut pas que je me fâche si elle vient passer. Chacun a ses propres ficelles, ou alors que c'est comme un murmure qu'il faut savoir entendre, vous savez, comme quelque chose qu'on me souffle à l'oreille. Les premiers mots, les premières notes, cette petite part de mystère, parce qu'on dit toujours que c'est 98% de travail et 2% d'inspiration. Mais moi, ce que j'aime, c'est ces petits 2% d'inspiration et ce petit mystère-là. Alors j'ai besoin de calme, travail quand même. De solide. Oui, mais on parle souvent de ça. Des fois, je marche dans la rue et les gens me disent « Ah, vous vous laissez quand même aller, on vous voit plus. » Mais quoi? Est-ce que vous demandez à un réalisateur de cinéma, par exemple, pourquoi il a mis 2 ans pour préparer un film? Bah oui, moi j'ai besoin de temps pour faire un album, et puis j'ai besoin de 2 ans. Mais le dernier album, il est sorti, c'est vrai, il y a plus de 2 ans. Mais qu'est-ce qui se passe après la sortie d'un album? Bien votre cause. Et qu'est-ce qui se passe après? Il y a un spectacle, après il y a une tournée, donc il faut du temps. Et puis il y a un autre problème, c'est la télévision. Les gens, quand ils ne vous voient pas à la télévision, pour eux, eh ben, vous n'existez plus. Alors il faudrait que ce soit dit une fois pour toutes, on existe en dehors. On voit même dans des téléfilms, mais ça on en reparlera si on a un peu de temps. D'accord, si on a tout le temps, on a le temps, on a toute la vie. C'est une autre facette de votre carrière. Alors dans le reportage, on voyait que tout est fait à la maison. Alors c'est du 100% Jonas, c'est la planète Jonas. On a l'impression que c'est un univers un peu étanche, c'est un cocon, c'est loin du bruit, c'est de la solitude, c'est quoi? Ah oui, j'ai besoin de ça. C'est en tout cas un travail d'équipe, vous voyez, parce que je crois qu'un artiste a besoin... Le talent, c'est quoi? Oui, il faut être doué pour écrire, il faut être doué pour chanter, d'accord, c'est la base, c'est le minimum. Mais il faut aussi avoir ce talent de savoir
choisir les gens avec qui vous allez travailler. Et j'avoue que, bon, moi j'ai eu soit ce talent, soit cette chance, soit un mélange des deux. J'ai fait des belles rencontres dans ma vie. J'ai fait des belles rencontres musicales, j'ai rencontré de grands et de bons musiciens. Et pour cet album, je pense que c'est encore le cas avec Alioum Bab et avec Lozana et avec Jean-Pierre Parler un peu de votre musique. Est-ce que ça vous agace? Est-ce que ça vous agace quand on vous dit que votre musique est une musique nostalgique, une musique qui pleure, une musique mélancolique? Est-ce que c'est comme ça que vous l'entendez? Mais vous savez, moi j'aime voyager. Et je n'aime pas les voyages organisés, par exemple. Vous voyez, je n'aime pas les voyages où quelqu'un vous dit il faut aller voir ci, il faut aller là. C'est comme ça que vous avez montré votre carrière, en tout cas. Vous avez toujours fouillé. Moi, j'ai mon pôle ouest, vous avez le vôtre. Et si je vous raconte mon histoire, et si je vous raconte mon voyage, et si je vous livre une notice explicative avec mes chansons, je vais vous influencer. Et c'est dommage, je vais vous prouver d'une liberté d'écoute. Donc, je ne sais pas trop expliquer et raconter mes histoires. Vous êtes pressés, hein, parce qu'il y a des trucs derrière. Non, il n'y a pas de trucs derrière, il y a la fin du journal. Peut-être une toute dernière question rapidement. C'est comment le scat? À vous. Ah non, pas à moi, je ne suis pas bilingue, pas encore. En tout cas, c'est un des titres de votre album. Oui, c'est difficile, mais ça peut s'apprendre, il faut la langue acrobate. La langue acrobate, voilà. Là, vous la pratiquez très bien. Merci d'être venu. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. La ville de Guignon s'est réveillée avec des airs de fête en tête, après une nuit blanche pour célébrer l'éclatante victoire de son équipe de football qui a battu le Paris Saint-Germain au Stade de France. Sur le littoral atlantique, la marée noire joue les troubles fêtes en ce dimanche de Pâques. Des résidus de fioul ont fait fermer les plages de la Baule et de Pornichet. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. 20h50, l'affaire Pélican avec Julia Roberts. 1h du matin, le dernier journal, Ève Mettet. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin reçoit Henri Tizot pour la trilogie Pagnol. 13h, le journal, Carole Gessler, Rachid Arabe. À 20h, Claude Sérillon. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.